Alors, ravi d'être avec vous sur ces 2 journées. On va essayer de partager une partie des insights du Hub Report qui est assez conséquent, lié à ce déplacement effectivement au Salon du Retail à New York, où on va chaque année avec des délégations. Et je ne vais pas vous l'apprendre, effectivement, on a une légère contrainte en ce moment qui est celle de l'inflation, qui effectivement impacte beaucoup d'entre vous, peut-être pas tous. Hein. Je sais qu'on a quelques marques de luxe avec nous aujourd'hui qui sont peut-être un peu moins touchées ou avec un peu plus de marge, mais on voit bien que effectivement c'est compliqué. Alors, les différentes tendances qu'on va partager avec vous sur ces 2 jours, on s'est basé sur la taxonomie de The Retail Economy, un ouvrage de Joel Bines qui nous partageait un petit peu les 6 challenges autour du retail, autour de la convenience, donc ce côté un peu simplicité, la communauté dont on ne parle pas assez, mais finalement la communauté de clients online ou offline, le coût, on va en parler ce matin, la customisation, le service et l'expertise qu'on peut apporter aux clients, que ce soit en ligne ou offline, et puis cette idée de curation, d'amener le meilleur des produits ou des services à ses clients. On va se focuser ce matin sur le cost. Je referai une intervention cet après-midi, demain matin et demain après-midi sur les autres sujets. On sait, on a beaucoup entendu parler de cette expression VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors là, on est bien dedans depuis 2 ou 3 ans entre le Covid, la guerre en Ukraine, les tensions avec Taïwan et puis l'inflation. Le digital, pas nouveau, on voit que cette disruption continue de s'accélérer. Les consommateurs changent, on voit que d'ailleurs ils passent un peu plus en ce moment de Facebook vers TikTok par exemple, ou sur les stories et la vidéo. On a des millions de startups et de DNVB. DNVB qui des fois ont un peu du mal quand il faut grossir et se rendent compte qu'il faut quand même aller faire un peu de retail physique. On a la concurrence traditionnelle, on a vu des acteurs quand même en 2-3 ans parmi vous, vos concurrents qui ont fait des accélérations phénoménales en termes de e-commerce, de marketing digital. On a les géants du numérique, Amazon en tête, qui viennent un peu challenger certains modes de distribution et en même temps des acteurs traditionnels, on voit Walmart qui sont en train de réaccélérer derrière eux et on a le Covid-19 qui a donné un coup de boost derrière tout ça. Bref, pour bien démarrer la matinée sur un écho positif, tout va bien. On a juste une crise climatique mondiale qui se fait ressentir de plus en plus. On l'a vu l'été dernier en France. On a l'inflation et toutes les difficultés économiques, ou en tout cas les menaces qui tournent autour. Et en même temps, aux États-Unis, on n'a jamais eu aussi peu de chômage. Donc on est dans des situations un peu paradoxales. Et on voit bien qu'on a des crispations avec les tensions Chine-États-Unis. On a Taïwan, on a l'Iran, on a la Corée, évidemment l'Ukraine. Donc tout ça, c'est pas forcément catastrophique, mais on sent qu'on a quand même un certain nombre de nuages noirs qui pourraient nous donner à nous inquiéter. Et puis on a cette inflation qui a explosé. Avant, on était tous, on va dire, soucieux du Covid. Là, on voit que le sujet, c'est Ipsos qui nous le dit, de l'inflation est en train d'exploser en termes de... alors, je ne sais pas si c'est un ressenti d'inflation ou si c'est la réalité de l'inflation. On sait qu'en ce moment, on a toutes les négociations qui sont en train d'être faites entre la grande distribution et les fabricants. Et donc, c'est les prix pour l'année à venir. Ça veut dire que, par exemple, sur le panier alimentaire, on risque d'avoir 1 an d'inflation qui tombe d'un coup là dans les prochaines semaines. Donc, ça va être un petit peu dur. On sait que sur l'électricité, déjà chez les particuliers, on va se prendre 15%, mais pour les TPE, les PME, on a vu avec les boulangers et les autres, ça risque d'être vraiment très compliqué pour les industriels. Et donc si on regarde, à part la Chine et l'Arabie Saoudite, pour qui, a priori, dans leurs habitants, tout va bien, pour le reste du monde, on a effectivement cette inquiétude. Cette inquiétude parce que tout simplement, on va perdre du pouvoir d'achat. Et donc, il va falloir qu'on fasse des choix. On va peut-être se restreindre sur certaines marques ou peut-être sur certains types de dépenses. Ce n'est pas toujours celles qu'on imagine qui disparaissent, donc ce n'est pas évident. Et puis, il y a toujours, c'est quoi le vrai chiffre de l'inflation? Qu'est-ce qu'on met dans le panier? Si on met les téléviseurs, ils ont beaucoup baissé depuis 20 ans. Maintenant, sur tout un tas d'autres choses, ça a aussi beaucoup augmenté, l'énergie en partie. On voit que les marques, elles font ce qu'elles peuvent. Il y en a qui essaient d'expliquer, par exemple, que l'inflation sur le prix de l'essence, c'est finalement beaucoup de taxes et ce n'est pas forcément la station-service qui se gave. Il y en a qui essaient de réduire la taille des produits. On met un peu moins de chocolat dans la boîte, ça va passer pour le même prix, ni vu ni connu. Il y en a qui essaient de baisser les prix, mais on voit bien que les marges, surtout sur la grande conso, elles ne sont pas gigantesques. Donc, à un moment, ça va devenir compliqué. Il y en a qui innovent. Walmart est au taquet depuis 4-5 ans. Ils reviennent dans la course face à Amazon de manière très, très agressive. D'ailleurs, maintenant, ils font même de la livraison par drone autour de 36 hypermarchés alors qu'Amazon n'a pas encore lancé son service. Comme quoi, on peut être une vieille dame et réaccélérer, innover. Et là, ils ont recruté 5000 nouvelles personnes en IT, en IA, à Toronto et à Philadelphie.
La pinkflation, on va faire payer plus cher les femmes, hein, c'est sympa. Il y en a qui ralentissent, voire qui stoppent certaines usines. Hein, on l'a vu avec William Sorin ou avec d'autres en disant ça devient trop cher de faire du verre, ça devient trop cher de faire certains où on va s'arrêter pendant quelques mois. Bon, on a eu Camailleux, là on a Koukaï, on voit que pour ceux finalement qui étaient déjà un peu tendus, malheureusement ça peut les précipiter. Et donc on voit bien que tout ça, ça aura forcément un impact sur une grande partie des clients et donc une grande partie des marques. On voit que même dans certains pays, ça peut aller plus loin parce que si l'alimentation devient tellement chère, on se rappelle des révolutions arabes, on peut arriver à des soulèvements. Rappelez-vous 1789 en France, les boulangers auraient peut-être dû augmenter le prix et laisser leurs clients râler auprès du gouvernement, ça aurait peut-être été plus rapide. Mais en attendant, on voit que ce n'est pas évident. Et puis on voit qu'en parallèle de ça, on a des attentes en tant que client qui deviennent de plus en plus importantes. On veut plus de transparence. Et des fois, quand je dis client, citoyen consommateur, c'est aussi le régulateur. On veut de l'engagement, on veut des marques qui défendent des causes, qui s'engagent, et pas juste des effets d'annonce. On veut plus de développement durable sur le recyclage, sur la façon de fabriquer les choses. Et DEI, Diversity, Equity, Inclusion, on veut aussi des marques plus respectueuses, plus inclusives, plus attentives. Et ça, je pense qu'on l'a tous ressenti pendant le Covid, retrouver plus de sens, faire plus de choix, consommer plus intelligemment, même si ça n'empêche pas Shein et AliExpress de continuer de cartonner, ou Wish, qui ont été déréférencés récemment, mais on voit quand même que évidemment, on est tous un peu schizophrènes, mais en tout cas, il y a quand même une prise de conscience croissante et progressive de plus en plus importante du consommateur. On voit qu'en même temps, on a un challenge de la grande démission, la grande resignation aux États-Unis. Et donc là-bas, on a quasiment 2 à 4,5 millions d'Américains qui quittent leur emploi chaque mois. Donc vous imaginez à quel point ça challenge les choses. Alors il y en a qui l'ont choisi, il y en a d'autres non. Hein. On voit dans la tech récemment, je pense que tout le monde n'avait pas choisi de perdre son job. Et puis il y en a aussi qui sont obligés de démissionner parce qu'ils n'ont plus les moyens de travailler. Je vous explique, vous travaillez à New York, vous êtes serveur, la moitié de vos revenus c'était des tips. Il n'y a plus de gens, ou il y a beaucoup moins de gens dans les magasins, dans les restaurants et dans les bars à New York à cause du télétravail. Et en fait, vous perdez 50% de vos revenus. Donc vous n'avez plus les moyens de vous permettre de bosser à New York en fait. Donc il y a aussi ça qui part derrière. Et puis il y a un certain nombre de gens qui se sont plaints des conditions de travail, qui se sont rendus compte que dans l'hôtellerie, la restauration, les horaires étaient durs, étaient compliqués, les chauffeurs de poids lourds. Et la tech elle-même se fait toucher. Alors, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Hein. On doit être autour de 150 000, 200 000 personnes qui ont été licenciées dans la tech les derniers mois. En même temps, vu le recrutement incroyable qu'ils avaient fait juste avant, finalement, ce n'est pas forcément si important que ça. Mais effectivement, on a quand même des annonces qui se succèdent les unes après les autres. La réalité aussi, c'est quand on dit que finalement, c'est la fin de l'abondance, tout le monde se regarde un tout petit peu en se disant... C'est les chaises musicales, vous savez, on enlève une chaise, on se dit qui c'est qui va pas s'asseoir, c'est la faute de qui? Et donc on a toujours un peu envie d'accuser les autres. Les citadins bobos végétariens vont dire ouais mais c'est à cause des chasseurs en province qui mangent trop de viande. Il y en a qui vont nous dire non c'est la faute des possesseurs de yachts, c'est la faute des possesseurs de jets, et puis de 4x4, de piscines. Puis c'est la faute des parents qui ont des enfants, ça pollue extrêmement les enfants quand même. Hein. Donc on voit bien qu'on est toujours un peu tenté d'aller vers l'affrontement, et ça c'est un risque, je pense, de manière générale pour la société, c'est que finalement on est un peu dans cette hyper-polarisation. Allez sur Twitter tous les jours, hein, tout le monde s'insulte un peu avec les hashtags, et donc si on se radicalise, ça va être compliqué de faire société, du coup ça va être compliqué de faire du commerce aussi derrière tout ça. Finalement, on est un peu dans une permacrise ou dans une polycrise avec effectivement quasiment 13 sujets d'inquiétude pour les entreprises en ce moment. Et effectivement, on peut se dire que du coup, ça ne va pas être simple. En même temps, on peut se dire que plus il y a des soucis, plus finalement il y a besoin de trouver des solutions, plus il y a les moyens de financer des nouvelles solutions. Parce que s'il n'y avait pas de problème, pourquoi investir dans une start-up, dans une solution? La difficulté en même temps de cette permacrise, c'est que finalement, on a un sentiment d'urgence permanent et on a une nouvelle urgence chaque semaine. Donc comment avancer vos projets de fond, la sustainability, la transformation digitale, le e-commerce, l'omnicanal, la data, quand tous les jours on dit ouais c'est super ton truc, mais là attends, on a une urgence sur l'inflation, on a une urgence sur les horaires d'ouverture avec le Covid, on a une urgence sur la logistique avec la Chine, on a un problème d'approvisionnement avec l'énergie. Donc ça c'est vrai que ça va être vraiment ce côté très schizophrénique de continuer à arriver à avancer des sujets de fond tout en devant gérer des urgences permanentes. Et donc, face à ce chaos, finalement, il y a une seule solution. C'est
de se dire, va falloir changer un petit peu les choses, va falloir comprendre ce nouveau marché. Et le client, finalement, voit un peu deux comportements ou deux attentes complètement opposées. La première, c'est échapper au réel, c'est le bonheur immédiat. Finalement, là, en ce moment, changez-moi un peu les idées. Vendez-moi du métaverse, emmenez-moi dans les jeux vidéo. J'ai plus envie de sortir chez moi, faites-moi du quick commerce dehors, oh là là, c'est trop dangereux. Je vais m'investir dans les NFT, je vais acheter des produits digitaux, c'est mieux que des vrais produits. Pourquoi pas, hein, c'est un petit peu finalement les paradis artificiels. Ou de l'autre côté, c'est de se dire, bon, ok, c'est un peu le bordel, du coup, je vais me reconcentrer sur ma sphère intime, personnelle, mon foyer, et bon, ok, tout ça, super, moi, je vais faire de la cuisine, je vais faire de la couture, je vais faire du jardinage, je vais couconner finalement, je vais faire de la méditation, je vais faire du yoga, je vais essayer de maîtriser ce que je peux maîtriser à ma petite échelle et ça sera déjà pas mal. Et là, on a vu effectivement pendant le confinement le succès du bricolage, etc. Mais finalement, il y a énormément de choses et des fois, la même personne peut vouloir un peu les deux. Il y a des jours, on a envie d'aller se faire sa soirée Netflix pour pas penser à sa situation économique et en même temps, de temps en temps, ça ne nous empêche pas de faire attention à ce qu'on mange. Donc là, ça va être intéressant de creuser ces deux choses-là. Ensuite, la réalité, c'est que finalement, le chaos est une opportunité. C'était Littlefinger qui nous disait dans Game of Thrones, finalement, le chaos n'est pas un puits, c'est une échelle. Si tu es un peu malin, si tu sais te faufiler, naviguer au bon endroit au bon moment, tu n'as pas besoin de dragon, tu n'as pas besoin de royaume, tu n'as pas besoin de super pouvoir, il faut juste être malin. Et effectivement, si vous êtes curieux, si vous êtes agile, si vous êtes rapide, si vous êtes ambitieux, si vous êtes résilient, ça fait beaucoup de choses quand même. Effectivement, il y a moyen d'aller marquer des points. Et regardez un tout petit peu, si on compare les grandes marques de la grande conso, les Nestlé, P&G, Unilever, PepsiCo et Coca, ils dépensent beaucoup plus en marketing qu'en R&D. Ça aide le marketing, on est tous convaincus, mais finalement c'est un peu nouveau goût, nouveau format, c'est un peu de l'innovation très incrémentale. Chez Amazon, c'est différent. Ils dépensent beaucoup plus en R&D qu'en marketing. Bon, en marketing, ils dépensent 32 milliards, donc ça reste quand même important. C'est un des plus gros annonceurs aux États-Unis. Je ne suis pas en train de dire le marketing, ça ne sert à rien. Mais ils se sont dit, dans un monde transparent, dans un monde globalisé, il y a une prime à l'innovation. Il y a une prime à être meilleur que les autres parce que ça va se savoir. Les gens comparent leurs avis, il y a le bouche à oreille. Et donc, très vite, si on est un peu meilleur, non seulement les gens vont plus nous acheter. Regardez Uber, regardez Airbnb, regardez Netflix, qui avaient des meilleures expériences finalement que leurs concurrents historiques. Mais en plus, la bourse va plus croire en vous, en disant qu'ils sont très innovants. Regardez Tesla, qui est survalorisé en bourse par rapport à des acteurs automobiles qui pourtant vendent plus de voitures que Tesla. Mais la bourse se dit, eux, c'est le futur, ils sont super innovants, donc je vais survaloriser cette innovation. Donc c'est un peu le double win d'investir dans cette innovation. Évidemment, si elle est un petit peu rentable. Et donc, on voit qu'au niveau du retail, tout le monde teste beaucoup de choses. Decathlon, qui est toujours au taquet, à la fois sur les produits ou les services, va travailler sur l'abonnement, va travailler sur la location. Par exemple, de vélo pour les petits-enfants, vous louez votre vélo pendant 1 an et au fur et à mesure qu'il change de taille, on change de vélo, on ne rachète pas un vélo de zéro. On a la seconde main qui explose. On a le retail média qui est en train d'exploser. Amazon en tête, suivi de Walmart, mais aujourd'hui, on a Carrefour, la Fnac, Cdiscount, etc. Tout simplement parce que c'est de la marge à aller chercher au-delà du chiffre d'affaires. On va aller récupérer de la marge avec ce retail média. Et puis, on a le discount et le contrôle des coûts. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Carrefour qui vient de lancer son bouton anti-inflation. Donc, quand vous faites votre shopping, quand vous choisissez un produit, il y a un bouton anti-inflation, ça vous propose l'équivalent moins cher d'une autre marque. Ça ne va pas faire plaisir à toutes les marques, mais voilà, on essaie de trouver des solutions. Finalement, si on regarde sur le discount et le contrôle des coûts, on voit que effectivement, les soldes, c'est quasiment devenu toute l'année. Avant, on avait vraiment des pics. Là, on voit qu'on est un peu en train d'essayer de soutenir ou de déstocker au mieux qu'on peut. C'est pas toujours très glorieux. On voit que effectivement, c'est pas évident de vendre et en même temps, on a tous cartonné les ventes de fin d'année. Enfin, en tout cas pour beaucoup. Donc, quitte à discounter un peu beaucoup. On voit que des fois, on essaie de bloquer les prix, mais là, toute la discussion, c'est côté retailer, côté fabricant, où est-ce qu'on trouve le compromis, qui augmente, qui récupère la part de l'augmentation, et jusqu'où on peut aller avec les clients. On voit qu'il y en a qui tentent des nouveaux business models, Run the Roadway ou Real, on va faire de la location de la seconde main de luxe, par exemple. Decathlon ou Ray, qui est le concurrent américain, on va faire de la location de matériel de camping avec un abonnement. Une fois, je prends un kayak, une fois, je prends un sac à dos, une fois, je prends des chaussures de marche. Je n'ai plus besoin d'acheter ces produits. Il y a même Ikea qui nous propose de la location de meubles.
Carrefour, effectivement, qui nous propose de l'abonnement. On avait vu Amazon Prime, Walmart Plus, mais tout le monde essaie de fidéliser, de garder ses clients et leur proposer des avantages, puisqu'il y a moins de churn, moins de coûts d'acquisition. Il y a Bic qui nous envoie les lames de rasoir à domicile. Je sais à peu près tous les combien de temps vous changez. Donc là, c'est toute l'idée de replenishment. Donc effectivement, on va dire, le champ des possibles est énorme. Évidemment, on en profite pour être un peu plus durable aussi, quand on peut recycler, quand on peut faire de la seconde main, quand on peut faire de la location, ça évite de surproduire. On pense à la fast fashion. Et puis sur le retail média, on voit que c'est la fin du cookie, un peu poussé par les GAFA. Donc on va avoir plus de mal sur les médias traditionnels à cibler ses clients. Du coup, on va aller acheter de l'espace, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais carrément sur les sites des retailers, sur le site e-commerce, sur le Drive. En fait, c'est des trafics qui sont énormes. Et donc, chez Amazon, c'est 40 milliards de revenus annuels. Mais là, c'est tous les retailers qui sont en train de lancer leur régie publicitaire pour essayer de monétiser leur data en vendant finalement leur first party. Eux, ils ont des données très précises sur le panier d'achat de chaque client, voire avec la carte de fil, le nom, le prénom, le profil socio-démo, etc. Et demain, au-delà du retail média, on ira sur du commerce média parce qu'on va aussi vendre l'espace en point de vente. Alors, on appelait ça la PLV, mais les écrans, Walmart, c'est 40 000 écrans en magasin qu'on peut aussi acheter pour diffuser sa publicité. Donc, on peut faire son plan média aussi bien online sur le site du Drive de Walmart que dans les magasins avec les écrans. Donc, finalement, le magasin va redevenir le premier média. Bref, tout ça, vous pourrez le retrouver effectivement dans nos reports. On a un report entier juste sur le retail média qui est sorti il y a quelques mois. Merci à l'équipe de Claire. Et moi, je vais vous laisser avec plein de cas inspirants et de retours inspirants de start-up, de plateformes et de retailers ou de brands ce matin. Merci.